1920, ma famille fabriquait des voitures, bien avant de fabriquer des ballons, des sous-marins et des avions solaires. C'était la fameuse Pic-Pic, Picard-Pictet, qui a totalement disparu au moment où Ford a généralisé la construction en chaîne et que tous les fabricants artisanaux ont disparu. Donc vous voyez que les défis, les changements, les révolutions, les innovations ne datent pas d'aujourd'hui. Il y en avait déjà bien au-delà de notre temps d'aujourd'hui dans l'histoire, toutes ces ruptures. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit beaucoup de ruptures, beaucoup de défis à court terme. On a une guerre, on a l'inflation, on a une pandémie, on a des prix d'énergie qui flambent. À long terme, on a des transitions écologiques et des développements durables à mettre en place. C'est clair que pour tout ça, il faut de nouvelles solutions. Et il faut aussi un état d'esprit différent. On doit apprendre à penser autrement et à faire autrement que ce qu'on a toujours fait. Mais dès qu'on essaye de partir dans ces nouvelles directions, on entend des gens qui nous disent « c'est impossible ». On leur demande « mais pourquoi vous croyez que c'est impossible ?» Et la réponse d'habitude est la même. La réponse c'est parce que personne ne l'a fait jusqu'à maintenant. Et ça, c'est la réponse la plus stupide qu'on puisse jamais avoir, parce que ça devrait être exactement le contraire. C'est précisément parce que quelque chose n'a jamais été fait qu'on doit essayer. Sinon, ça restera toujours impossible. Mais comment essayer? Et je crois que dans toutes nos tentatives de réussir quelque chose de nouveau, il faut comprendre que l'impossible n'existe pas en tant que tel dans la réalité. L'impossible existe dans la tête de ceux qui pensent que le futur va être une extrapolation du passé, alors que le futur ne sera jamais une extrapolation du passé. Le futur est imprévisible, il est incertain, et nous oblige à être innovant et disruptif. Alors, disruptif, c'est un terme qu'on entend souvent. On entend qu'on doit changer les paradigmes, qu'on doit être un pionnier, un explorateur. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on doit analyser très précisément toutes les certitudes de notre époque et essayer autre chose. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de l'exploration. Quand vous voyez la première marche sur la Lune, la montée à l'Everest, le premier avion qui a volé en 1903, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était en tout cas pas quelqu'un qui s'est levé le matin en disant « je vais inventer ça ». Non, c'était pas une nouvelle idée. C'était un rêve de l'humanité pendant des milliers d'années. Et qu'est-ce qui fait que tout à coup, ça s'est passé au début du XXe siècle? Quel a été le changement de paradigme? Alors, beaucoup vont dire la technologie. Alors, je dirais la technologie, oui, d'accord, pour le premier atterrissage lunaire, mais pour rien d'autre. Regardez cet avion. Il est fait avec de la toile tendue sur des baguettes de bois. Ce qui veut dire que les Égyptiens auraient pu voler du sommet de leur pyramide il y a 5000 ans. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ils ne l'ont pas fait parce que c'était interdit par la mythologie. Et quand vous voyez ce que Léonard de Vinci a fait au moment de la Renaissance, des maquettes d'avions qui auraient pu le faire voler, eh bien, il y avait toujours cette croyance qu'il n'y avait que les dieux qui pouvaient voler. Et si Léonard de Vinci avait essayé ces maquettes pour pouvoir voler lui-même, il aurait été torturé et brûlé par l'Église. Les Tibétains, les Népalais ont vu l'Everest pendant des siècles devant eux. Pourquoi ils ne sont pas montés? C'était interdit de profaner la montagne sacrée. Alors qu'est-ce qui s'est passé au début du XXe siècle? Il s'est passé que les explorateurs ont décidé de casser les règles. Et les explorateurs sont là pour casser les règles. Les explorateurs, c'est ceux qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils voient et de ce qu'ils ont. Ils veulent autrement, ils veulent mieux. Et ça veut dire qu'en 66 ans, ce qui est extrêmement court dans l'histoire de l'humanité, vous avez le premier avion, le pôle Sud, le pôle Nord, l'Everest, la fosse des Mariannes et la Lune. Et ça montre quoi? Ça montre que l'innovation ne vient pas quand on a une nouvelle idée. L'innovation vient quand on abandonne une vieille certitude. Et si on veut être innovant, il faut vraiment observer quelles sont les certitudes qu'on doit passer par-dessus bord, de manière à laisser suffisamment d'espace à la nouveauté. Quand j'ai voulu faire le tour du monde en ballon, sans escale,
c'était exactement le même type de scepticisme. Les spécialistes m'ont dit, tu ne peux jamais y arriver parce que le vent met 3 semaines pour faire le tour de la planète et le ballon qui a volé le plus longtemps jusqu'à maintenant a volé 6 jours. Donc tu fais le calcul, tu n'y arriveras pas. Ok, il faut bien écouter les mots qui sont prononcés. Chaque fois que vous entendez « jusqu'à maintenant », parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, « jusqu'à maintenant, on n'a jamais pu le faire », ben, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il faut essayer. Et nous avons construit un autre type de ballon, partiellement montgolfière, partiellement ballon à gaz, et nous avons volé, non pas 6 jours, mais 20 jours, 45 000 km, premier tour du monde sans escale réussi, mais effectivement le maximum de ce qu'on pouvait faire avec ce nouveau système. Parce que sur les 3,7 tonnes de propane liquide, à l'atterrissage, il en restait 40 kilos. Vous voyez sur le niveau du givre de la dernière bouteille, ce qu'il restait après 20 jours de vol. Alors, quand on entend la phrase « The sky is the limit », le ciel est la limite, c'est pas vrai. The fuel is the limit. C'est le carburant qui est la limite. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas depuis un siècle qu'on fonctionne à l'énergie fossile. On ne comprend pas que c'est une quantité limitée qui va forcément, à un moment donné, nous poser un problème. Alors, quand on est dans un ballon, ça, on le sait, parce qu'on sait que quand on n'a plus de gaz, on tombe du ciel. Mais dans notre monde d'aujourd'hui, quand on n'a plus de gaz, on tombe des nuls. Et on se demande pourquoi, tout à coup, il n'y a plus assez d'énergie alors qu'on pensait qu'il y en aurait partout et tout le temps. Donc c'est en voyant ce qui restait comme carburant que je me suis dit que si je voulais aller un peu plus loin, le paradigme suivant qu'il fallait changer, c'était le carburant. Comment est-ce qu'on pourrait voler sans aucun carburant et refaire un tour du monde? Et ça, c'était le rêve de Solar Impulse. Avoir un avion avec des panneaux solaires qui capteraient l'énergie photovoltaïque, la transformeraient en électricité pour alimenter des moteurs électriques, charger des batteries la journée pour voler la nuit et casser un autre paradigme qui dit que l'énergie solaire ne marche pas la nuit. Bien sûr que l'énergie solaire marche la nuit. Elle marche tout aussi bien. La seule chose, c'est qu'il faut la stocker pendant la journée pour l'utiliser quand il n'y a plus de soleil. Donc voilà l'image que j'avais, fabriquée par un artiste sur un ordinateur, qui ne savait pas très bien à quoi ressemblerait l'avion. Et je suis arrivé chez des constructeurs aéronautiques pour leur montrer cette image et leur demander est-ce que vous pouvez me construire un avion comme ça? Et je me rappelle du patron de Boeing qui m'a regardé, qui m'a dit bien sûr que non. Au moins il m'a répondu. Celui d'Airbus ne m'a jamais répondu. Et quand j'ai demandé pourquoi le monde aéronautique n'y croyait pas, on m'a dit mais il faut 2 minutes pour calculer que le soleil ne donnera jamais assez d'énergie pour faire voler un avion jour et nuit. Et ça, c'est le paradigme de notre monde. On est toujours dans la quantité de production et dans la quantité de consommation, plutôt que dans l'efficience de l'utilisation de cette énergie. Et on en finit avec les 3/4 de l'énergie produite dans le monde aujourd'hui qui sont perdus par l'inefficience des vieux systèmes démodés qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc en fait, l'humanité aujourd'hui fonctionne comme un abruti dans une baignoire avec une fuite. Et au lieu de colmater la fuite, le type qui est dans la baignoire ouvre le robinet tout grand pour ajouter de l'eau et compenser ce qu'il perd. Ça, c'est notre système énergétique d'aujourd'hui. Donc, bien sûr qu'on ne peut pas avoir plus de soleil que ce que le soleil donne. Mais par contre, on peut diminuer la consommation. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer un avion qui soit efficient au point de se contenter de ce que l'énergie solaire va lui donner. Et c'est comme ça qu'au bout de 3 ans, on a conçu un avion avec 72 mètres d'envergure, qui était donc plus grand qu'un jumbo jet, qu'un Boeing 747, pour le poids d'une voiture familiale. Et ça nous permettait de voler autour du monde avec la puissance d'un scooter. Donc nous sommes retournés vers les fabricants aéronautiques en disant maintenant on sait exactement ce qu'on veut, est-ce que vous pouvez nous le construire? Ils nous ont dit de nouveau bien sûr que non. Parce qu'il y a une fameuse ligne sur un diagramme qui montre que quand un avion est petit, il est léger, quand un avion est grand, il est lourd, et ils nous ont dit le vôtre, il est grand et léger, donc il n'est pas sur la ligne. Donc il est impossible. Et si je vous montre cette image,
c'est parce qu'elle représente la preuve scientifique que ce que j'ai fait était impossible. Et il faut vraiment comprendre que dans la transition écologique aujourd'hui, dans le besoin de nouvelles technologies, on est exactement à ce stade-là. On nous prouve que le véhicule électrique ne marchera pas. Une fois qu'il marche, on nous dit qu'il n'y aura pas assez d'énergie. Une fois qu'on voit qu'il y a assez d'énergie, on nous dit oui, mais il y a un autre problème. C'est extraordinaire. Moi, je me rappelle avoir parlé il y a 10 ans à un des patrons de Honeywell qui fournissait des turbos pour les moteurs de voitures. Et il m'a dit, la voiture électrique, je n'y crois pas et on n'y arrivera jamais. Il me disait, moi je veux fournir des turbos pour avoir des moteurs plus petits, qui consomment moins et qui ont plus de puissance. Et il a été voir General Motors en disant, au lieu de vos gros moteurs qui polluent, il faudrait mettre des turbos. Et le patron de General Motors lui a dit, on voit que vous ne connaissez rien à l'industrie automobile. Et 2 ans après, General Motors était au bord de la faillite et devait être réalimenté par le Trésor américain pour éviter de tout perdre. Donc on voit à quel point on se focalise sur ce qu'on connaît et on a peur d'aller plus loin. On a peur de sortir de sa zone de confort. Alors, c'est vrai que c'est difficile de sortir de sa zone de confort. Après que le monde aéronautique se soit moqué de nous, c'est vrai qu'on se sentait un peu comme Dumbo. On ne voit pas très bien sur l'image, mais vous reconnaissez le petit éléphant avec les oreilles tellement grandes que tout le monde se moquait de lui. Eh bien, nous, on était exactement comme ça, avec nos ailes immenses que personne ne voulait construire. Mais ce qui est formidable dans ces moments, c'est que vous vous dites, mais si personne n'y croit, c'est qu'il y a probablement quelque chose d'intéressant à faire. Et vous allez, parce que c'est difficile, attirer des talents. Dans un projet facile, vous aurez des gens paresseux qui viendront. Dans un projet impossible, vous aurez des gens extrêmement talentueux, des gens qui voudront résoudre des problèmes, des gens qui voudront amener des solutions. Et c'est normal que ça se passe comme ça. Imaginez que vous avez le rêve de votre vie et que tout le monde vous dit c'est facile, on va t'aider. Ben, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas assez ambitieux. Ça veut simplement dire que vous n'avez pas mis la barre assez haut. Et aujourd'hui, ce qui est assez fascinant de regarder, c'est que dans la crise énergétique, dans la crise écologique, eh bien, on est obligé de mettre la barre très haut. On ne peut plus simplement évoluer étape par étape. On doit passer par des phases de rupture et de disruption pour arriver à atteindre le but qu'on est obligé d'atteindre, pas seulement à cause des problèmes environnementaux, mais parce que la législation évolue et que quand on nous dit on ne pourra plus vendre de moteurs thermiques en 2035, eh bien, il faut bien se mettre à travailler aujourd'hui. Qu'on ait peur ou qu'on n'ait pas peur, c'est une réalité qui doit stimuler un enthousiasme extraordinaire pour faire mieux et pour montrer que la technologie est toujours capable d'améliorer les situations, même quand c'est peut-être difficile. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler que si Dumbo est devenu le héros du cirque, c'est parce qu'il a déployé ses oreilles, c'est-à-dire qu'en fait, il a utilisé son problème, il a utilisé son handicap pour pouvoir voler. Donc c'est clair que nous, on devait déployer nos ailes immenses, que personne ne voulait construire. Et c'est vrai qu'elles étaient 10 fois plus légères, proportionnellement à la taille, que tous les planeurs et les avions de supercompétition. Donc a priori, c'est vrai que c'est impossible, en tout cas ça ne s'est jamais fait. Donc on a dû trouver quelqu'un pour réaliser cet avion qui ne savait pas que c'était impossible. Et ça, c'était un chantier naval. Alors quand je dis qu'il ne savait pas que c'était impossible, ce n'est pas pour plagier la plaisanterie de Mark Twain, c'est juste pour rappeler que quand on ne sait pas que quelque chose est impossible, on n'a pas de filtre. On n'a pas ce filtre qui ne laisse passer que ce qui renforce nos préjugés. Non, on laisse tout venir et ensuite on trie, ensuite on regarde ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Donc on a été voir avec mon ami André Borschberg, le fabricant de bateaux qui avait fabriqué les coques de Alinghi, qui ont gagné 2 fois la Coupe de l'Américain pour la Suisse, qui est pourtant un pays qui n'a pas d'accès à la mer. Donc on s'est dit, ça doit être un bon constructeur. Et il nous a dit, écoutez, moi je peux faire votre avion aussi léger que vous voulez, parce que je sais utiliser la fibre de carbone, mais je ne peux pas travailler avec votre équipe,
parce que votre équipe ne connaît pas le carbone. Donc on était un peu embarrassés avec André, on est retourné vers nos ingénieurs qui nous ont dit « Vous êtes fous ou quoi? Vous ne pouvez pas travailler avec un chantier naval qui n'a jamais fabriqué un avion. » Il a fallu 2 ans pour construire une nouvelle équation. Au lieu du chantier naval et de notre équipe, 1 plus 1 égale 0, parce qu'aucun ne voulait travailler l'un avec l'autre, on a fait 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire l'expérience du chantier naval, l'expérience de notre équipe, et une troisième expérience qui n'était possible que grâce à chacun des 2 autres, et qu'on n'aurait jamais eu autrement. Et cette expérience, c'était celle qui a permis d'utiliser des fibres de carbone 3 fois plus légères que des feuilles de papier qui sortaient des imprimantes, époxy comprises, pour arriver à fabriquer les ailes et le fuselage de cet avion. Et c'est comme ça qu'on a réussi un triomphe technologique avec un premier avion qui était l'avion prototype et le deuxième qui est celui du Tour du Monde. Alors, on nous dit toujours, oui, mais tous les rêves c'est cher, la transition écologique c'est cher. Bon, nous, on a effectivement dû trouver 170 millions pour financer ce projet qui a duré 15 ans. Alors 170 millions, c'est clair que c'est beaucoup d'argent, à condition de ne pas être dans le monde du football. Parce que quand vous voyez que le transfert de Neymar du Barça au PSG a coûté 220 millions en un jour, vous dites que 170 millions sur 15 ans, ça va encore. Mais enfin... Mais il a quand même fallu les trouver. Et le monde aéronautique et le monde énergétique nous ayant refusé, j'ai fait une erreur. J'aurais dû coller gratuitement le logo de tous les fabricants d'avions et de toutes les compagnies aériennes partout, sur les ailes, sur le fuselage, sur le cockpit, et ils m'auraient payé une fortune pour enlever leur nom. Tellement ils avaient peur que je m'écrase et que ce soit préjudiciable à leur image. Bon, j'ai pas pensé à faire ça sur le moment, et ceux qui sont venus nous rejoindre, c'est une société d'assurance, ce qui est quand même bon signe. C'est l'industrie chimique, fabrique d'ascenseurs, engineering, télécommunications, Google, Champagne, Wet & See. Bon, ça j'avoue que c'était plus pour l'équipe que pour l'avion. Mais c'est vrai que j'ai été pendant un moment très très surpris de ne pas arriver à intéresser le monde des spécialistes. Jusqu'au moment où j'ai pris conscience que ce n'a jamais été les vendeurs de bougies qui ont inventé l'ampoule électrique. C'est des gens complètement différents. Et si vous regardez dans le monde de l'automobile, il s'est passé exactement la même chose avec la première voiture électrique qui a eu du succès. Elle n'a pas été fabriquée par un fabricant automobile. Elle a été fabriquée, comme vous le savez tous, par un milliardaire d'Internet qui ne savait pas fabriquer des voitures. Et il a pris ce qu'il connaissait, c'est l'écran d'ordinateur. Il a construit la Tesla autour de l'écran. Et maintenant, toutes les marques automobiles du monde essayent désespérément de rattraper le retard qu'elles ont pris sur Tesla pour prendre des parts de marché. Donc on voit à quel point c'est dangereux d'être trop spécialisé dans un domaine parce qu'on perd tout le reste. Et si on veut vraiment faire notre mea culpa, il faut regarder qu'on a appris à fonctionner comme sur cette image en ligne droite. Comme enfant, on nous a dit « va pas trop loin », ne fais confiance qu'à ce que tu connais. Puis ensuite, à l'école, à l'université, on nous a dit « il faut appliquer que ce qui est scientifiquement prouvé, ce qui est statistiquement prévisible et reproductible ». Et alors, on a appris à ne pas regarder à gauche et à droite, parce qu'on avait peur de l'inconnu, on avait peur des doutes, on avait peur des points d'interrogation et on ne voulait surtout pas être remis en question. Je me rappelle avoir demandé à un ami complètement bilingue, français-anglais, comment on disait se remettre en question en anglais. Et il m'a dit, il n'y a pas de terme pour ça. Et heureusement, parce qu'il ne faut jamais se remettre en question, il faut foncer droit devant soi. Mais ça, c'est un peu ce que notre monde a fait. Et dans le monde de l'automobile, on a été là pendant beaucoup trop longtemps. Moi, je me rappelle, il y a des années, j'ai donné une conférence chez BMW, c'est eux qui m'avaient fait venir, et je leur ai dit, mais vous aurez bientôt comme concurrent des voitures électriques chinoises à 15 000 €. Ça ne leur a absolument pas montré quoi que ce soit de dangereux, non. Et on a continué pendant des années sur cette ligne droite. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les plus grands échecs de l'histoire,
ne sont pas dus à des gens qui font une erreur. Les plus grands échecs de l'histoire sont dus à des gens qui ont fait trop longtemps quelque chose qui a marché. Si vous regardez Kodak, c'est simplement qu'ils ont continué à vouloir développer leur système d'argentique au lieu de passer au digital. Mais ne faisons pas les mêmes erreurs que ce qui a été fait dans le passé. Comprenons qu'aujourd'hui, si on veut vraiment être prêt pour ce que le futur va nous imposer, il faut sortir de la vision de la ligne droite des certitudes pour comprendre que la vie, c'est des milliers de directions différentes. C'est des milliers de visions du monde différentes. C'est des milliers de conceptions qui vont être obligées de nous remettre en question. Et quand on voit une image comme ça, on ne sait pas très bien quelle route il faut prendre. Et les routes, ce n'est pas simplement avec des voitures qu'il faut les parcourir, c'est avec l'état d'esprit. C'est essayer des trajectoires différentes, regarder où elles vont, et quand ça ne va pas où on veut, eh ben on en prend une autre. C'est pour ça que l'esprit de pionnier, l'esprit d'exploration est tellement important. Cette remise en question permanente de nos certitudes pour comprendre que la vie, en fait, ça peut être un feu d'artifice. Dans le feu d'artifice, vous avez pour chaque étincelle une trajectoire de lumière. Et en fait, nous, il faut qu'on comprenne que pour chacune de nos décisions, pour chacune de nos manières de penser, il y a une trajectoire différente dans la vie. Et au lieu d'être les victimes de notre passé, on peut être les acteurs de notre futur. Mais ça nécessitera qu'on envisage toutes les options possibles. Alors vous allez me dire, mais bien sûr, on fait tout ça. Chaque fois qu'on décide, on prend toutes les options. Mais on prend les options dans le domaine de ce qu'on connaît déjà, dans le domaine de ce qu'on a appris. Par conséquent, il n'y aura rien de disruptif de notre manière de fonctionner. Si on veut être disruptif, on est obligé de s'associer à des gens qui pensent complètement autrement. Des gens qui vont détruire nos certitudes, des gens qui vont nous montrer d'autres trajectoires. Je ne dis pas qu'ils ont forcément raison, mais ce que je dis, c'est qu'ils vont nous forcer à nous remettre en question systématiquement et à voir quelles sont les manières différentes que nous pouvons adopter. Alors, dans la protection de l'environnement à proprement parler, qu'est-ce qu'on voit qui a été la ligne droite pendant longtemps? Ça a été un narratif, pour moi, assez négatif, où on présente la protection de l'environnement comme quelque chose d'éminemment nécessaire, bien sûr, mais comme quelque chose de très cher, quelque chose de rébarbatif, de menaçant, de punitif, où on va devoir diminuer notre confort, diminuer notre mobilité, diminuer notre niveau de vie, diminuer notre développement économique. Que ce soit vrai ou pas vrai qu'il faut faire comme ça, c'est clair que depuis 50 ans, il n'y a que 5% de la population qui pense comme ça et 95% qui résistent. Et je dirais même 95% qui ont pris l'écologie en grippe en se disant les écologistes vont être menaçants pour nous, donc il faut résister, il faut faire le contraire. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut expliquer que depuis 50 ans, alors qu'on savait très bien qu'on allait dans le mur, on n'a pas pris les décisions qu'il fallait pour corriger le tir suffisamment tôt. Alors, dans cette optique de se remettre en question, d'essayer d'autres stratégies que celles qu'on a apprises, est-ce qu'on pourrait changer le narratif de l'écologie? Est-ce qu'on pourrait se dire, en fait, l'écologie, ça devrait être quelque chose d'enthousiasmant, quelque chose d'économiquement rentable, qui crée des emplois, qui rassemble dans un but commun, qui enthousiasme, qui soit rentable? Je ne sais pas. Donc, il faut essayer. Il faut voir sur cette voie-là si ça nous amène quelque part ou pas. Et ça, c'est la réflexion que j'ai eue à chaque instant du projet Solar Impulse. Surtout quand je traversais des océans. Parce que sur les océans, c'était des vols très longs. C'était plusieurs jours et plusieurs nuits tout seul à bord. Alors vous imaginez la situation. Vous êtes dans votre cockpit. Vous regardez le soleil, vous savez que c'est votre seule source d'énergie. Et vous voyez vos immenses hélices qui tournent à gauche et à droite du cockpit. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de pollution,
il n'y a pas de carburant, et vous pouvez voler jour et nuit aussi longtemps que vous voulez. Ben, je vous promets qu'à un moment donné, je me suis pincé en me disant je vais me réveiller dans mon lit, je suis en train de rêver, c'est irréel. Et je ne me suis pas réveillé du tout, puisque bien sûr je ne dormais pas. Et je n'étais pas dans un film de science-fiction. Je n'étais pas dans le futur. Pas du tout. SolarImpulse, ce n'était pas un projet futuriste. C'était un projet qui a été rendu possible par les technologies d'aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là, je pense, que j'ai eu la plus grande révélation de ce projet. Parce que j'ai compris que si je n'étais pas dans le futur avec SolarImpulse, c'est que c'était le reste du monde qui était dans le passé. Et si on regarde vraiment le monde dans lequel on vit, c'est un monde archaïque, inefficient. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dedans. C'est comme le poisson qui est dans l'eau, il ne se rend pas compte qu'il est mouillé. Nous, on ne voit même plus nos bâtiments mal isolés, nos chauffages inefficients. On ne voit même plus nos processus industriels archaïques. On ne se rappelle même plus que le plus beau moteur thermique ne fait que 27% de rendement, à chaud, à régime constant, alors que les moteurs électriques de SolarImpulse font 97% d'efficience et de rendement. Donc on ne gaspille pas 3/4 de l'énergie qu'on met dans le réservoir, comme dans un véhicule thermique, on perd 3% de l'énergie de nos batteries. Alors, c'est clair que si on ne se rend pas compte de tout ça, on regarde notre téléphone portable en disant « regardez comme je suis moderne », mais à part ça, tout le reste de ce qu'on utilise a été inventé au début de l'ère pétrolière, il y a 120 ans, et on continue à l'utiliser. Et c'est ça qui est le plus gros problème aujourd'hui. Aujourd'hui, si on veut vraiment protéger l'environnement de manière économiquement rentable, ce qu'il faut, c'est moderniser tout notre monde. Moderniser tout notre monde, c'est pas amener notre monde dans le futur, c'est ramener notre monde du passé dans le présent, avec des solutions concrètes qui permettent à l'industrie, qui permettent au monde économique et au monde financier d'y trouver leur compte. Alors, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? Parce que si c'est rentable de moderniser notre monde, c'est le plus beau marché économique du siècle. Si c'est cher, personne ne le fera. Alors, c'est ce qu'on a lancé avec la Fondation SolarImpulse comme défi. C'est pour ça qu'on a devant l'équipe cette phrase « Take it further ». Allons plus loin. C'est-à-dire que le succès, c'est bien sûr pas un but en soi. Le succès, c'est une étape sur laquelle, une marche sur laquelle on monte pour aller être plus crédible, plus performant, avoir plus d'influence. Donc on a lancé ce défi que vous avez rapidement vu dans le film, d'essayer de trouver plus de 1000 solutions dans le monde qui soient économiquement rentables pour protéger l'environnement. Alors là aussi, on a dit que c'était impossible. Heureusement, ça a stimulé toute l'équipe. On a passé la barre des 1000 solutions en avril de l'année dernière. Aujourd'hui, on est à 1450 solutions. Mais 1450 solutions qui existent aujourd'hui, ce n'est pas des vagues idées pour le futur, c'est des techniques qui existent aujourd'hui mais qui ne sont pas connues. Elles sont économiquement rentables pour ceux qui les fabriquent et pour les clients qui vont économiser des ressources par l'efficience et ça leur permettra d'avoir un pouvoir d'achat plus haut. Et ça protège l'environnement avec des nouveaux débouchés dans lesquels les entreprises peuvent entrer pour être plus propres, plus efficientes, plus écologiques. Alors ça paraît magnifique et on se demande pourquoi ce n'est pas utilisé partout. Mais ce n'est pas utilisé partout parce qu'on n'a pas encore compris qu'aujourd'hui la force motrice de l'économie, ça doit être l'écologie. Parce qu'on ne peut plus continuer avec un développement économique qui est basé uniquement sur la quantité de production et la quantité de consommation, par conséquent la quantité de gaspillage, la quantité de pollution, avec des prix de plus en plus bas, parce qu'on veut être de plus en plus compétitif, au risque de finalement même plus avoir de marge bénéficiaire. C'est du perdant-perdant. Aujourd'hui, les nouvelles techniques permettent, heureusement, d'avoir un développement économique qui est basé sur la qualité de l'efficience. C'est-à-dire que si on fait plus avec moins de ressources, ça coûte moins cher, on a une marge bénéficiaire plus haute à la fin qui permet de rentabiliser l'efficience. Donc c'est des règles économiques de base, il ne s'agit pas de révolutionner le monde, il s'agit simplement de révolutionner notre manière de penser pour voir que les règles ont changé
et que ces nouvelles règles peuvent nous être extrêmement favorables. Alors, dans la mobilité aujourd'hui, il y a deux manières de faire. On peut résister et faire encore pendant le plus longtemps possible ce qu'on a toujours fait, ou alors on se dit que la voiture électrique a un avenir, mais peut-être un peu différent de ce qu'on imagine. Parce que je pense que le gros obstacle à l'acceptation de la voiture électrique, l'acceptation de batteries qui consomment quand même des terres rares et du lithium, etc., c'est le fait qu'on ne voit que la voiture électrique dans les 5% du temps où elle roule. Et on croit que c'est avec ça qu'on va transformer toute la mobilité. Non. On va transformer la mobilité quand la mobilité ne roule pas. C'est-à-dire les 95% du temps où ce n'est pas une voiture avec une batterie, mais c'est une batterie avec des roues. Ben, c'est ça qu'il faut changer comme paradigme. Quand on comprend que la voiture électrique, c'est une batterie avec des roues, que 95% du temps, elle peut être chargée par des énergies intermittentes, renouvelables, solaires ou éoliens, eh bien, on comprend que cette voiture peut ensuite restituer son énergie sur le réseau électrique dans les pics de consommation, le soir quand on rentre chez soi et que tout le monde allume son four, sa télévision, son éclairage, son chauffage, etc. Utiliser la voiture électrique comme stockage individuel au profit de la communauté, c'est 30% de réduction des besoins de production d'énergie à l'échelle d'un pays. Ce qui veut dire que vous ne serez plus seulement avec des voitures électriques, des fabricants de mobilité, vous serez des restituteurs d'énergie. Vous serez ceux qui permettent de stabiliser le réseau électrique, de diminuer la consommation et la production d'énergie dans un pays. Ce qui veut dire que quand on entend maintenant que la transition écologique c'est quelque chose de difficile, eh bien, sachez que c'est faux. Les solutions sont là. Si on vous dit que c'est quelque chose de cher, eh bien, sachez que c'est faux, parce que c'est rentable. Mais évidemment, il faut commencer par changer ces paradigmes. Et quand on voit aujourd'hui ce qu'on peut faire avec des énergies renouvelables, c'est absolument incroyable. Parce que le renouvelable est devenu moins cher que le gaz, le charbon, le pétrole et même le nucléaire. L'hydroélectrique devrait se généraliser beaucoup plus. Le solaire, le record du solaire, c'est 1,5 centième de kilowattheure au Portugal, donc pas très loin de chez nous. Comparez ça avec les prix astronomiques qu'on nous inflige aujourd'hui avec le gaz. Donc la voiture électrique maintenant, et moi je roule en voiture électrique depuis 5 ans, c'est pas simplement quelque chose qui est beaucoup plus agréable à conduire, parce qu'il y a plus d'accélération, il y a plus de stabilité, il y a une meilleure tenue de route, etc. Mais c'est juste que vous avez l'impression que vous êtes à la pointe du progrès. Est-ce que c'est pas agréable d'être à la pointe du progrès? Et quand j'ai roulé sur le barrage qui produit de l'électricité pour le Valais avec ma voiture électrique et que je me suis dit que c'était ce genre-là d'énergie que j'avais à bord, ben j'ai trouvé ça intéressant, passionnant, captivant. Et quand j'ai vu dans la liste des 1450 solutions quelque chose comme Logico, je me dis que de toute façon, il y aura encore des moteurs thermiques pendant des dizaines d'années et que ces moteurs peuvent très bien être équipés d'un module comme celui-là, avec 20% d'économie de carburant, avec 50% d'émissions polluantes en moins, avec du travail pour les garagistes, avec une entreprise française qui peut fabriquer ça et les exporter dans le monde entier. Tout ça, ça existe. Plus de la construction décarbonée, du béton qu'on peut recycler, des déchets qu'on transforme en gravier ou en matériaux de construction, des pneus qu'on transforme en traverses de chemin de fer, des systèmes pour économiser l'eau, des systèmes dans tous les domaines qui permettraient aujourd'hui déjà d'atteindre tous les buts que le monde s'est fixé pour 2050. Parce que les solutions sont là. La seule chose qui manque, c'est le désir de les utiliser. La seule chose qui manque, c'est ce désir d'être des pionniers et d'utiliser tout ce qui existe de manière à avancer, comme sur cette image, à travers la glace. C'est la dernière image que j'ai envie de vous montrer. C'est le hublot de Breitling Orbiter 3, le ballon que j'ai utilisé pour le tour du monde.
Et c'est un hublot avec de la glace qui s'est accumulée sur la vitre à cause de l'humidité de la nuit. Et de l'autre côté de cette glace, il y a un lever de soleil. Mais on ne verra jamais le lever de soleil si on ne passe pas d'abord à travers la glace. Et ça, c'est ce qu'on a tellement peur de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a de la glace, on a des crises, on a des problèmes. Les gens ont peur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent qu'il vaut beaucoup mieux souffrir dans la glace qu'on connaît plutôt que de prendre le risque de traverser cette glace et de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc c'est clair que si on s'imagine que la vie est là pour nous détruire et pour nous faire souffrir, on va rester des victimes du passé. Et on va se lamenter, on va résister et on va souffrir. Mais si on se dit que la vie est peut-être là pour nous forcer à évoluer, pour nous forcer à nous remettre en question, nous forcer à trouver d'autres chemins et à devenir des pionniers et des explorateurs, à ce moment-là, on va être les acteurs du futur. Et ce qui est passionnant dans la crise qui arrive aujourd'hui, dans laquelle on passe aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement à apprendre. Il y a tellement à apprendre. Ce qui est intéressant dans la crise, c'est de voir quels sont les outils, les compétences, les performances, les visions du monde qu'on n'avait pas en entrant dans la crise, ce qui justifie probablement pourquoi on y est, mais qu'on pourrait élaborer, développer, acquérir pendant la crise pour être meilleur après qu'avant. En d'autres termes, si vous acceptez la crise comme quelque chose qui vous permet d'évoluer, ça va devenir une aventure. Parce que l'aventure, c'est une crise qu'on accepte. Par contre, la crise, c'est une aventure qu'on refuse. Et c'est ça qu'il faut définir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Comment on va l'utiliser? Peut-être bien qu'il y aura moins d'emplois dans certains domaines qui vont être perdus dans la transition écologique. Mais il y a tellement d'autres emplois qui vont être créés dans autre chose. Peut-être que beaucoup de garagistes seront intéressés, plutôt que de régler des moteurs thermiques, de régler des panneaux solaires qui permettront d'alimenter la société. Je crois que c'est cette ouverture d'esprit qui vise à arrêter de faire toujours de la même chose pour essayer de faire quelque chose d'autre qui va pouvoir nous porter, qui va pouvoir nous donner de l'espoir, qui va pouvoir nous permettre d'évoluer. Donc aujourd'hui, moi c'est ça que j'espère quand je vois la transition écologique. Je pense que si cette transition n'est pas juste, elle n'aura jamais lieu. Et si elle n'a jamais lieu, la qualité de vie de l'humanité va baisser. Maintenant, si cette transition est juste, qu'elle permet d'enthousiasmer tout le monde, de créer davantage d'emplois, d'amener de nouvelles technologies, de nouvelles solutions, eh bien je vous promets que quand il y aura un des prochains salons comme celui-ci, et qu'on se rappellera de la peur qu'on a eue autrefois, de ces changements qu'on nous imposait, eh bien peut-être qu'on en rira en se disant qu'on a eu peur pour rien, parce qu'aujourd'hui, notre présent est nettement meilleur que notre passé. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Bonne chance à tous.